Salut, je m'appelle Julien, j'ai 29 ans. Après près d'une décennie à économiser le moindre centime, à sacrifier ma jeunesse et ma santé mentale pour lancer l'entreprise de mes rêves, j'ai invité toute ma famille à la grande inauguration. Mais je me suis retrouvé complètement seul dans mon bureau tout neuf, à fixer des assiettes intactes de nourriture de traiteur coûteuse. Ils étaient tous à l'autre bout de la ville en train de fêter la pendaison de crémaillère de mon frère. Ma mère m'a même envoyé un SMS ce soir-là, non pas pour s'excuser ni pour prendre de mes nouvelles, mais pour exiger une part de mes bénéfices inexistants pour son fils chéri. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas, j'avais déjà sécurisé toute la structure de mon entreprise derrière un bouclier juridique impénétrable avec mon avocat. Et en ce moment même, ils font face à l'effondrement total de leurs finances, mendiant pratiquement l'aide exacte à laquelle ils se croyaient autrefois ayant droit. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé leur manipulation morceau par morceau, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et au fait de gagner sa vie par soi-même dans ce monde. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires. Revenons maintenant à la nuit où mon illusion de famille s'est brisée pour toujours. J'avais 29 ans la nuit où je m'étais assis complètement seul dans mon bureau tout neuf. Je balayais les confettis sur le sol sur lequel personne n'avait même marché. Tout l'endroit sentait encore fortement la peinture fraîche et la moquette neuve, une odeur que j'avais associée au succès et à la liberté pendant des années. J'avais passé des mois à m'obséder sur le moindre détail de cet espace. J'avais personnellement choisi le verre dépoli pour la salle de réunion vitrée. J'avais économisé pendant des mois juste pour acheter la machine à espresso haut de gamme située dans la cuisine de la salle de pause, en imaginant mon équipe se rassembler autour d'elle le lundi matin. Cela devait être la plus grande nuit de ma vie, la grande inauguration de mon entreprise, quelque chose pour lequel je travaillais depuis près d'une décennie. Et pourtant, chaque chaise ergonomique restait vide. La nourriture que j'avais commandée au traiteur était intacte. J'avais dépensé la moitié de mon salaire mensuel restant dans des mini-croquettes de crabe, de la bruschetta artisanale et un massif plateau de charcuterie. Voulant que tout soit parfait pour mes parents, j'ai mangé une assiette solitaire juste pour ne pas gaspiller, la nourriture ayant le goût de la cendre dans ma bouche. Je m'appelle Julien, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été le responsable de la famille. J'étais celui qui maintenait la paix, qui se présentait à chaque anniversaire, qui prêtait de l'argent même si cela signifiait manger des nouilles instantanées bon marché pendant un mois. À 18h ce soir-là, je me tenais près de l'entrée en verre dans mon seul bon costume bleu marine, ajustant ma cravate, attendant nerveusement que le premier visage familier entre. J'avais envoyé des invitations numériques des semaines à l'avance et j'avais même imprimé de lourdes cartes sur papier cartonné pour mes parents parce que je savais qu'ils utiliseraient l'excuse de ne jamais avoir vu l'email. J'avais préparé du champagne, de la musique jazz douce jouée dans les haut-parleurs et j'avais même écrit un petit discours pour remercier tous ceux qui m'avaient soutenu. À 18h15, je me suis dit qu'ils étaient juste coincés dans les embouteillages du centre-ville. À 19h, je arpentais le hall, rafraîchissant mon téléphone encore et encore. Il n'y avait aucun appel. Aucun SMS. Aucun message disant « Nous sommes en route ». Attends-nous. À 20h, le silence dans la pièce était assourdissant. Je me suis avancé vers l'équipe du traiteur, je me suis excusé profusément et leur ai dit doucement qu'ils pouvaient remballer les restes. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assis à l'un des bureaux modernes et élégants, buvant du champagne tiède dans une flûte en plastique bon marché, fixant le hall vide d'un air absent. La pièce résonnait du moindre son, amplifiant mon isolement. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'après tout ce que j'avais fait pour eux, après chaque sacrifice, ils ne pouvaient même pas prendre la peine de venir pour une seule soirée. Puis mon téléphone a vibré sur le bureau. L'écran s'est allumé avec une photo apparaissant dans le groupe de discussion familiale. Mon frère Tristan et mes parents se tenaient dans un grand jardin devant un barbecue neuf en acier inoxydable. Ils riaient, brandissant des bières artisanales et des margaritas. La légende de ma mère disait « Pendaison de crémaillère réussie ». J'ai fixé cet écran lumineux pendant ce qui m'a semblé être des heures. Il n'y avait aucun « Désolé, nous n'avons pas pu venir ». Aucun « Félicitations pour le lancement, Julien ». Rien. C'était juste une diffusion décontractée à la famille élargie montrant qu'ils avaient tous délibérément choisi la pendaison de crémaillère de Tristan plutôt que ma grande inauguration, sans y penser à deux fois. Mon estomac s'est noué violemment. Je me sentais mal, mais une partie sombre et cynique de moi n'était même pas surprise. Je n'ai pas répondu au groupe de discussion. Je ne pouvais me résoudre à taper un seul mot.
J'ai nettoyé les dernières décorations argentées et dorées, éteint les lumières du plafond, verrouillé le pen dormant et suis rentré chez moi dans mon appartement crampède. L'audace absolue est venue dès le lendemain matin. Je me suis réveillé, les yeux brûlants de manque de sommeil, avec un SMS de ma mère. Il disait, nous devons parler des bénéfices. Ton frère dit qu'il mérite une part. Je suis resté assis là, sur le bord de mon matelas, à fixer l'écran pendant que mon café du matin refroidissait complètement sur la table de chevet. Mon frère méritait une part de quoi exactement? Il n'avait pas investi un seul centime dans mon plan d'affaires. Il n'avait pas levé le petit doigt pour m'aider à déplacer les meubles ou à peindre les murs. Il ne s'était même pas présenté à la fête de lancement. Mon entreprise n'avait même pas encore réalisé un seul dollar de bénéfice. Mais soudain, l'enfant chéri avait droit à une parcelle de mon travail acharné. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti cette vague massive d'épuisement profond m'envahir. Ce n'était pas seulement à cause de la nuit humiliante de la veille, mais à cause d'années et d'années passées à être pris pour acquis. Je pouvais déjà imaginer exactement comment la conversation se déroulerait si je la rappelais. Ma mère insisterait sur le fait que la famille passe toujours en premier. Mon père interviendrait en disant que Tristan a plus besoin de ce coup de pouce financier que moi. Et Tristan m'enverrait probablement une liste à puce de raisons pour lesquelles son inspiration justifiait un pourcentage de mon entreprise. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti quelque chose en moi se durcir. Ce SMS n'était pas juste une demande innocente. C'était un tir de sommation signalant que ma famille considérait mon entreprise comme leur compte bancaire personnel. J'avais un choix. Je pouvais me coucher comme je le faisais toujours, maintenir la paix et avaler ma fierté, ou je pouvais faire quelque chose d'entièrement différent cette fois-ci. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir, je me suis versé une autre tasse de café noir et j'ai commencé à réfléchir. Et c'est là que j'ai réalisé, peut-être pour la toute première fois de mes 29 ans d'existence, que je n'étais pas aussi impuissant qu'il le pensait. C'était moi qui avais l'entreprise. C'était moi qui avais la détermination. C'était moi qui avais l'argent. Pour comprendre pleinement la folie pure du SMS de ma mère, il faut comprendre la dynamique toxique qui définissait toute mon existence. Tristan était et sera toujours l'enfant chéri. Tout ce qu'il faisait, peu importe à quel point c'était imprudent, stupide ou financièrement dévastateur, était d'une manière ou d'une autre présenté par mes parents comme de l'ambition, du charme, ou simplement Tristan faisant du Tristan. Lorsqu'il a abandonné son université privée coûteuse après seulement 2 semestres pour se trouver, mes parents ont annoncé fièrement lors du dîner de Thanksgiving du quartier qu'il avait un grand esprit d'entreprise. Lorsqu'il a brûlé 3 emplois différents dans des entreprises en une seule année parce qu'il refusait d'arriver à l'heure, ma mère l'a défendu en disant qu'il n'avait tout simplement pas encore trouvé sa véritable passion. Pendant ce temps, j'existais dans l'ombre. J'ai discrètement payé mes études dans une université publique, accumulant des prêts étudiants parce que le fonds d'études s'était mystérieusement évaporé pour couvrir le voyage en sac à dos de Tristan à travers l'Europe. J'ai travaillé dans des équipes doubles épuisantes dans un entrepôt logistique, suant à travers mes chemises juste pour payer le loyer. J'habitais dans un studio miteux au-dessus d'une laverie bruyante qui pouvait à peine contenir un lit, une place et un bureau d'occasion. Chaque dollar que j'économisais allait vers mon rêve. Je ne construisais pas une activité secondaire ou un projet passion. Je construisais une véritable entreprise légalement enregistrée, avec de vrais employés et des locaux commerciaux. Le moment décisif de leur abus financier, l'incident qui a vraiment brisé ma confiance, s'est produit il y a 3 ans. Tristan a décidé qu'il devait projeter une richesse extrême pour attirer des investisseurs pour sa dernière entreprise immobilière imaginaire. Il a décidé qu'il lui fallait une Porsche. Il a supplié et imploré. Et lorsque le concessionnaire s'est moqué de son score de crédit, mon père m'a pratiquement ordonné de co-signer le prêt automobile. Mon père m'a coincé lors d'un dîner de famille en utilisant sa voix forte et autoritaire, me disant que la famille est de la famille et que mon salaire était suffisamment solide pour assumer le risque. Contre chaque signal d'alarme qui résonnait dans ma tête, j'ai signé les papiers. En l'espace de 6 mois, Tristan a manqué 3 paiements consécutifs. Il ne m'a même pas prévenu. Je l'ai appris lorsqu'un agent de recouvrement a appelé mon téléphone alors que j'étais au travail. La négligence de Tristan a fait s'effondrer mon score de crédit et a failli me coûter le bail de mon appartement lors d'une vérification d'antécédents. J'ai dû vider mes économies d'urgence, de l'argent que j'économisais pour mon entreprise, juste pour rattraper ses arriérés et éviter une poursuite judiciaire de la banque. Lorsque j'ai confronté mes parents à ce sujet, mon père a simplement balayé cela d'un revers de main.
Il m'a dit que je faisais trop de drame et que Tristan traversait juste un problème temporaire de trésorerie. C'est ce jour-là que le mur invisible s'est dressé. J'ai arrêté de leur parler de mes finances, de mes promotions ou de mes économies. Revenons rapidement au fil chronologique de ma grande inauguration gâchée. J'ai ignoré le SMS de ma mère concernant les bénéfices. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le lendemain. Au lieu de cela, j'ai simplement regardé le groupe de discussion familiale s'illuminer de dizaines de photos de la fête de crémaillère de Tristan, partageant des blagues privées dont j'étais délibérément exclu. Chaque photo ajoutait du carburant au feu silencieux et rageur qui couvait dans ma poitrine. À la fin de la semaine, ma mère m'a envoyé un autre message exigeant « Julien, réponds à ton téléphone. C'est important. » J'ai finalement décroché. Ma mère s'est lancée directement dans sa routine habituelle. Il n'y avait pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Juste un ton sec et agressif. Julien, nous essayons de te joindre depuis des jours, a-t-elle dit. Je suis resté complètement silencieux un instant de plus que d'habitude, juste assez pour la mettre mal à l'aise. Tu me demandes des bénéfices, ai-je dit lentement, choisissant soigneusement chaque mot. Mais pas un seul d'entre vous ne s'est présenté au lancement de mon entreprise. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Je pouvais l'imaginer debout dans sa cuisine de banlieue impeccable, la main sur la hanche, déjà agacée que j'ose remettre en cause son récit. Julien, a-t-elle finalement soupiré, utilisant ce ton patient mais incroyablement condescendant qu'elle utilisait quand j'étais enfant. Tu sais à quel point la crémaillère de Tristan était importante. Tout le monde était là. Ce n'aurait pas été bien de diviser la famille pour une seule soirée. Une seule soirée, ai-je répété, ma voix sortant plus plate que ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas un dîner décontracté. C'était le lancement de mon entreprise, quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Elle s'est moquée, faisant comme si c'était moi qui faisais des drames. Tu exagères. Tristan commence à peine sa vie. Tu auras plein d'autres événements. Maintenant, à propos des bénéfices. J'ai laissé échapper un rire bref et sans humour à cela. Des bénéfices. Maman, je n'ai même pas fini d'intégrer mes premiers clients. Il n'y a pas de bénéfices. Elle a entièrement ignoré ma logique. Eh bien, Tristan disait que comme c'est lui qui t'a inspiré à lancer l'entreprise, il devrait obtenir une sorte de part de fondateur ou au moins une énorme réduction familiale puisqu'il veut utiliser tes services pour ses propres projets. Cela m'a stoppé net. Inspiré? Tristan ne savait même pas dans quel secteur j'étais jusqu'au mois dernier. Je lui ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse dire un autre mot manipulateur. Mais les limites que j'essayais de poser ont été complètement ignorées. Tristan m'a envoyé un SMS directement l'après-midi suivant, « Salut frérot, je me disais, tu peux me faire un pack de partenariat? Genre, je fais de la promo pour ta boîte auprès de mes potes et en échange tu me donnes un compte gratuit à vie. Équitable. » J'ai fixé le message, absolument déconcerté. Il n'avait jamais fait la promotion de quoi que ce soit de sa vie à part son propre ego. Je n'ai pas répondu. Un jour plus tard, ma mère a rappelé pour me demander pourquoi j'ignorais mon frère alors qu'il essayait de m'aider à développer mon entreprise. La situation est rapidement passée de la manipulation émotionnelle à une effrayante violation de la vie privée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email urgent de Greg, mon comptable principal. Il m'a informé que quelqu'un utilisant une adresse email pratiquement identique à celle de ma mère avait contacté son service. Il s'était officiellement renseigné sur l'ajout d'un partenaire familial sur le compte bancaire principal de mon entreprise. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il n'avait pas l'autorisation de sécurité pour le faire, bien sûr, mais le simple fait que ma mère ait essayé de me contourner et de manipuler mon comptable m'a fait venir la peur au ventre. Je l'ai appelé immédiatement. « Oh, ça » a-t-elle dit, semblant tout à fait agacée que je l'ai prise sur le fait. « J'essayais juste de te faciliter les choses. Comme ça, Tristan pouvait gérer une partie des finances et te retirer du stress. » J'ai agrippé le bord de mon bureau, mes articulations devenant blanches. « Ne refais plus jamais ça, » ai-je dit, ma voix dangereusement basse et stable. « Tu ne touches pas à mes comptes. Tu ne t'informes pas sur mes comptes. Cette entreprise est à moi. » Elle a râlé et m'a traité d'individualiste, mais je ne croyais plus à son jeu d'innocente. Puis la véritable violation s'est produite. Tôt un samedi matin, une notification a surgi du tableau de bord de sécurité interne de mon entreprise. C'était une tentative d'accès signalée.
Quelqu'un essayait de se connecter au portail financier principal depuis un appareil inconnu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié les journaux de sécurité. Il y avait 3 tentatives de connexion échouées depuis une adresse IP située exactement dans le quartier de mes parents. Ils essayaient activement de deviner mes mots de passe d'administrateur. J'ai appelé ma mère. « Oh, super. Tu es réveillé ?» a-t-elle dit joyeusement. Nous étions justement en train de parler de la façon de t'apporter de l'aide. Tristan et moi pensions que tu travaillais trop dur, et si nous avions accès à certains systèmes, nous pourrions traiter les paiements pour toi. Vous avez essayé de vous connecter, ai-je dit platement. Silence à l'autre bout. Vous avez essayé des fractions dans le compte de mon entreprise, ma voix est montée. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Eh bien, oui, mais seulement parce que tu es si secret ces derniers temps. Nous pensions que tu étais peut-être débordé. Vous n'en aviez aucun droit, ai-je tranché. Aucun. Vous ne touchez pas à mon entreprise. Elle a reniflé, sa voix prenant ce ton sec et culpabilisant, tu es ingrat. Ton père et moi t'avons élevé et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous bloquant l'accès. Cette famille partage tout. Tu thésaurises ton succès. C'est égoïste. J'ai raccroché. J'ai réalisé alors qu'il croyait sincèrement avoir droit à chaque chose que j'avais construite. La tempête a franchi les murs de ma vie le lundi suivant. Je suis arrivé tôt à mon bureau, café à la main, prêt à m'attaquer à une montagne de propositions de clients. En marchant dans le couloir silencieux, j'ai remarqué une épaisse enveloppe couleur crème glisser agressivement sous la porte de mon bureau. Je l'ai ramassée. Elle était lourde, scellée avec du ruban adhésif, et portait mon nom écrit de l'écriture agressive et inoubliable de mon père. Je me suis assis à mon bureau, j'ai pris un coupe-papier et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon père. L'encre était si profondément enfoncée dans le papier qu'on pouvait sentir les empreintes au dos. J'ai lu les mots et ma vue s'est troublée de rage. Julian, commençait la lettre. Nous avons été patients avec toi, mais ton attitude ces derniers temps est totalement inacceptable. Ta mère et moi en avons parlé et nous pensons qu'il est temps que tu commences à redonner à la famille d'une manière réelle. Nous proposons formellement une allocation familiale. 15% de ton chiffre d'affaires mensuel à distribuer équitablement entre tes parents et ton frère. Considère cela comme une façon d'honorer d'où tu viens. Je suis resté assis dans ma chaise de bureau ergonomique, serrant la lettre jusqu'à ce que le papier épais se froisse bruyamment dans mes poings. Mon père, l'homme qui avait ouvertement refusé d'assister à la nuit la plus importante de ma carrière, l'homme qui m'avait forcé à co-signer un prêt pour une Porsche qui avait ruiné mon crédit, me demandait maintenant formellement une part massive de mon chiffre d'affaires. Pas des bénéfices, du chiffre d'affaires. Il voulait sa part de 15% avant que je ne paie mon loyer, avant que je ne paie leur salaire à mes employés, avant même que je ne paie mes impôts. C'était tellement incroyablement absurde, d'un tel culot, que j'ai failli rire tout haut. Mais le rire s'est coincé douloureusement dans ma gorge parce que je savais qu'ils étaient mortellement sérieux. C'était de l'extorsion financière enrobée dans un joli petit paquet de devoirs familial. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai soigneusement aplati la lettre, je suis allé jusqu'au scanner et j'ai créé une copie numérique haute résolution pour mes dossiers juridiques. Mais les trahisons ne venaient pas seulement de l'extérieur des murs de mon bureau. Mes parents manipulaient leur chemin vers mon cercle intime. Plus tard dans la semaine, j'ai remarqué une étrange divergence dans le logiciel de calendrier interne. Des horaires de réunion très sensibles, des dates de paiement de fournisseurs et même des ébauches de contrats clients étaient consultés par un compte utilisateur qui n'avait absolument aucune raison de les regarder. J'ai immédiatement engagé un expert privé en cybersécurité nommé Silas pour effectuer un audit complet et discret de notre réseau interne. Ce que Silas a trouvé au cours du week-end m'a glacé le sang. Mon assistante administrative, Fiona, accédait délibérément à mes fichiers financiers privés. Lorsque je l'ai fait entrer dans la salle de réunion vitrée un mardi matin et que je lui ai présenté en silence les journaux d'accès, elle s'est complètement effondrée. Les larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle avouait. Elle a admis que ma mère, Béatrice, se présentait dans le hall pendant mes heures de déjeuner. Ma mère emmenait Fiona manger des sushis coûteux, lui offrait des cartes cadeaux pour du café de marque et se comportait comme une mère aimante et inquiète. En échange, Fiona lui transmettait de manière informelle des mises à jour sur ma trésorerie, ma liste de clients et mon niveau de stress. Ma propre mère faisait de l'espionnage d'entreprise sur moi en utilisant une assistante de 23 ans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé.
J'ai senti un détachement froid et dur m'envahir. J'ai fait glisser une indemnité de départ standard et un accord de confidentialité à travers la table polie. J'ai dit à Fiona de ranger son bureau et de quitter le bâtiment dans les 10 minutes, sinon j'impliquerais les autorités pour vol d'entreprise. En la regardant franchir la porte en tenant un carton, j'ai réalisé l'étendue effrayante de l'obsession de ma famille pour mon argent, ils me traitaient comme la cible d'une prise de contrôle hostile d'entreprise. Si la trahison de Fiona était un coup de poignard discret dans le dos, ce qui s'est produit ensuite a été un coup de masse dans la porte d'entrée. Le week-end suivant, j'étais en train de déjeuner avec un ami à quelques pâtés de maison du bureau. Nous étions au milieu d'une conversation quand j'ai reçu une alerte d'urgence stridente sur mon téléphone. L'alarme physique du bureau de mon entreprise s'était déclenchée. Mon estomac s'est noué. J'ai pratiquement jeté de l'argent sur la table et j'ai couru dans la rue, me précipitant vers le bâtiment commercial. Quand j'ai tourné le coin dans le couloir, haletant et en sueur, j'ai trouvé mon frère Tristan debout juste devant la porte de mon bureau, tripotant frénétiquement le digicode. Il n'était pas seul. Son associé douteux, Nolan, se tenait à côté de lui, tenant un pied de biche en métal enveloppé dans une serviette. « Qu'est-ce que vous foutiez là ?» ai-je demandé, ma voix résonnant fort dans le couloir vide et stérile. Tristan a sursauté, retirant ses mains du clavier. Il a eu l'air sincèrement coupable pendant une fraction de seconde avant d'arborer son sourire arrogant et à claquer habituel. « Relax, mec », a-t-il dit en faisant un geste de la main. « Maman a dit que ça ne te dérangerait pas si je prenais 2 ou 3 trucs. J'ai dit à Nolan ici présent que je lui ferais visiter ton beau bureau. » Je m'avance juste en face de lui, mon thorax touchant presque le sien. « Vous avez essayé de vous introduire par effraction, ai-je dit, ma voix descendant dans un registre glacial. Tristan a levé les yeux au ciel et a pesté, s'appuyant contre le mur. « Ce n'est pas une effraction si c'est la famille, Julian, » a-t-il dit avec un hochement de épaules désinvolte, comme si forcer une porte commerciale était la chose la plus raisonnable au monde. Je l'ai juste fixé un instant. Je ne savais même pas quoi dire à un tel niveau d'illusion. « Tu dois partir », ai-je finalement dit, mesurant chaque mot. Tristan s'est moqué fort. « Waouh, sérieux ? Tu te crois trop bien pour nous maintenant ?» Je m'approche encore plus près, baissant la voix pour que seul lui puisse m'entendre. « Si jamais tu réessaies d'entrer dans ce bureau sans ma permission explicite, j'appelle la police et je porte plainte pour délit grave. » Son sourire a enfin vacillé. Il m'a regardé dans les yeux et a vu que le vieux Julian influençable avait complètement disparu. « Tu n'oserais pas ?» a-t-il murmuré. Mais sa voix manquait de conviction. Lui et Nolan se sont rapidement retournés et ont pratiquement couru dans le couloir, murmurant entre leurs dents. Lorsque la lourde porte coupe-feu s'est refermée derrière eux, j'ai déverrouillé mon bureau, suis entré et verrouillé le pen dormant. Je suis resté là, au centre de la pièce, mes mains tremblant violemment. C'était ça. C'était la ligne ultime. Ils étaient passés du manque de respect à la violation criminelle pure et simple. Je savais dès lors que poser des limites ne suffirait plus. Les limites sont faites pour les gens qui possèdent un niveau de respect humain basique. Pour des gens comme ma famille, on ne dresse pas de limites. On construit une forteresse et on se prépare à la guerre. Le lundi après avoir surpris Tristan et Nolan devant mon bureau, je me suis réveillé avec la sensation d'avoir été percuté par un train de marchandises. Mon corps n'était pas physiquement douloureux, mais ma poitrine, mon estomac et ma tête me semblaient incroyablement lourds. Je suis resté assis sur le bord de mon lit pendant un long moment, fixant mon téléphone qui vibrait sans arrêt avec des appels de ma mère, de mon père et de Tristan. Chaque message vocal devenait plus furieux au fil des heures, m'accusant de menacer ma propre chair et mon propre sang avec la police. La voix de ma mère s'est brisée sur le dernier enregistrement, exigeant que je m'excuse avant que la famille ne s'effondre complètement. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter jusqu'au bout. Pendant des années, on m'avait entraîné depuis l'enfance à faire passer leurs sentiments en premier, à être le pacificateur ultime. Mais maintenir la paix me dévorait vivant, me vidait de ma substance. J'ai posé un jour de congé dans ma propre entreprise ce jour-là, restant assis sur mon canapé avec mon ordinateur portable, sans travailler, juste à fixer le vide. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale et j'ai remonté tout l'historique, relisant des mois de messages. J'ai vu chaque blague sarcastique à mes dépens. Chaque fois que Tristan était félicité pour avoir fait le strict minimum, chaque fois que mes parents balayaient mes réussites massives comme si elles n'étaient rien. Et à mesure que je lisais, la profonde douleur dans ma poitrine s'est cristallisée en une clarté froide et dure.
Je m'étais plié en quatre pour gagner leur approbation. Et ce ne serait jamais assez. Je n'allais plus essayer. Le lendemain matin, j'ai engagé un verrouillage complet et total de mon existence. J'ai appelé Samuel, mon plus proche ami d'université et l'un des avocats d'affaires les plus impitoyables de la ville. Nous sommes restés assis dans mon bureau pendant 6 heures d'affilée, buvant du café noir et élaborant un plan de bataille. J'ai instruit Samuel de restructurer tout l'écosystème de mon entreprise. Nous avons établi une société holding écran incorporée dans un autre État, un État doté de lois strictes sur la confidentialité des entreprises. Nous avons méticuleusement transféré l'ensemble de ma propriété intellectuelle, mes actifs opérationnels, mes contrats clients et mes comptes financiers dans cette structure. Juridiquement parlant, l'entreprise que ma famille pensait que je possédais est devenue une filiale entièrement contrôlée par une entité que mes parents ne pouvaient même pas chercher dans un registre public, et encore moins toucher. J'ai mis à jour mon testament personnel et les bénéficiaires de mon plan d'épargne retraite, m'assurant que si quoi que ce soit de catastrophique m'arrivait, pas un seul centime ne reviendrait à mes parents ou à Tristan. Tout était verrouillé derrière des couches d'acier juridique. Puis je m'en suis pris aux liens personnels. J'ai passé tout le week-end à exécuter une liste méticuleusement rédigée. Je me suis connecté aux services de streaming conjoint, aux factures de services publics partagées et à l'ancien forfait téléphonique familial que je payais toujours, et j'ai tout annulé. J'ai appelé ma banque et ajouté des mesures de sécurité biométrique et une authentification à 2 facteurs sur chaque plateforme. J'ai déplacé mes économies personnelles vers un tout nouveau compte dans une institution bancaire complètement différente. J'ai retiré mon père en tant que contact d'urgence sur mon assurance santé. Chaque fil numérique, financier et juridique me reliant à cette lignée toxique a été définitivement coupé. Je n'ai pas envoyé de SMS d'avertissement. Je ne me suis pas expliqué. J'ai juste débranché la prise et regardé le silence s'installer. Le dimanche soir, adossé à ma chaise, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le calme. Je ne réagissais plus. Je préparais le terrain. Pendant que je fortifiais silencieusement mes remparts, l'univers m'a offert l'arme de pression ultime. Quelques semaines après le début du verrouillage, mon entreprise a décroché un rendez-vous de présentation majeur avec Monsieur Harrison, le PDG d'une importante société de promotion immobilière de la ville. Remporter son contrat signifiait sécuriser l'avenir financier de mon entreprise et les salaires pour les 5 prochaines années. La réunion s'est incroyablement bien passée. Nous nous sommes serrés la main et alors que nous finalisions les détails dans la salle du conseil, Monsieur Harrison s'est interrompu, regardant mon nom de famille sur la proposition imprimée. Il m'a demandé de manière informelle si j'étais apparenté à un certain Tristan. J'ai gardé un visage totalement neutre, cachant la pointe soudaine de mon rythme cardiaque, et j'ai hoché la tête prudemment. Monsieur Harrison a ri doucement, secouant la tête avec un air de léger dégoût. Il a mentionné que Tristan essayait agressivement d'obtenir un énorme contrat commercial avec sa société pour un nouveau centre commercial. Mais selon la vérification d'antécédents de Monsieur Harrison, Tristan n'avait aucun capital liquide, aucune équipe expérimentée et un historique de crédit désastreux. Puis Monsieur Harrison a lâché la bombe. Il a révélé que Tristan utilisait mon nom et la réputation de mon entreprise pour décrocher l'affaire. Tristan avait explicitement dit à la société de promotion immobilière que mon entreprise florissante était son principal soutien financier et que nous me porterions garant de son travail. Tristan essayait essentiellement de sécuriser une affaire immobilière de plusieurs millions de dollars engageant mes actifs d'entreprise comme garantie, à mon insu. Je suis resté assis dans le fauteuil en cuir lourd, regardant directement Monsieur Harrison. Je n'ai pas eu l'air choqué. J'ai simplement affiché un sourire très calme, très froid. J'ai regardé Monsieur Harrison droit dans les yeux et l'ai informé clairement et officiellement que mon entreprise n'avait absolument aucune affiliation avec les entreprises de Tristan. Je lui ai dit que mon frère mentait, qu'il avait des antécédents d'instabilité financière et que tout contrat signé avec lui se terminerait par un défaut catastrophique. L'expression de Monsieur Harrison s'est immédiatement durcie. Son comportement facile à vivre a disparu, remplacé par les instincts aiguisés d'un PDG chevronné qui déteste qu'on lui mente. Il m'a remercié pour l'information et a pris une note rapide et décisive sur son bloc-notes juridique. Je savais là, à cet instant précis, que l'affaire de Tristan était morte dans l'œuf. Je venais de réduire silencieusement à néant tout son avenir et il ne le savait même pas encore. Quelques jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un SMS sur le groupe de discussion familiale. C'était ma mère.
Elle a annoncé d'un ton qui n'admettait aucun argument qu'ils organisaient une réunion de famille obligatoire ce dimanche après-midi pour discuter de quelques opportunités passionnantes. Tristan est intervenu juste après, se montrant suffisant, disant qu'il avait hâte de partager ce sur quoi il travaillait. Mon père a envoyé le dernier SMS exigeant ma présence, déclarant qu'il était temps de finaliser l'allocation familiale. J'ai fixé les messages sur mon écran. Il y a quelques mois, ce genre de pression coordonnée m'aurait provoqué une crise de panique sévère. J'aurais ressenti le poids écrasant et étouffant de la culpabilité et de l'obligation qu'il m'avait inculquée depuis l'enfance. Mais assis dans mon bureau sécurisé, tenant la lourde pile de documents juridiques qui prouvaient mon indépendance totale et permanente, et sachant que tout le château de cartes de Tristan allait violemment s'effondrer sur sa tête, je n'ai rien ressenti d'autre qu'un calme absolu et glacial. Je n'étais plus la victime. J'étais l'architecte de ma propre vie. J'ai tapé un seul mot en réponse sur le groupe de discussion, oui. J'allais à cette réunion, mais je n'y allais pas en tant que fils obéissant et terrifié qu'ils pensaient pouvoir intimider. J'entrais dans leur maison en tant que PDG, et j'allais réduire leur sentiment de supériorité en cendres. Le trajet vers la maison de mes parents ce dimanche après-midi semblait entièrement différent de tous les autres trajets que j'avais pu faire sur cette route pourtant si familière. Le temps était lumineux, ensoleillé et trompeusement joyeux, se moquant pratiquement de la réalité sombre et lourde de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai conduit ma voiture hors de la ville animée où j'avais construit mon indépendance, et j'ai progressivement transitionné vers leur quartier résidentiel impeccable et entretenu. Je suis passé devant les panneaux familiers et stricts de l'association des propriétaires, les haies parfaitement taillées qui bordaient les trottoirs et les allées identiques. Je me suis souvenu d'avoir passé les étés de mes années de lycée à suer sous une chaleur étouffante et humide, poussant une tondeuse lourde et rouillée sur ces mêmes pelouses juste pour gagner un peu d'argent pour mon fonds d'études. Je me suis souvenu de la façon dont mes mains se couvraient d'ampoules, dont mon dos me faisait mal, et comment je rentrais à la maison couvert de brins d'herbe et de poussière, uniquement pour trouver mon frère aîné Tristan assis à l'intérieur sur le canapé en cuir coûteux. Il jouait à des jeux vidéo dans l'air conditionné frais, buvant de manière désinvolte des sodas importés coûteux que ma mère achetait spécifiquement pour lui. Cette dynamique n'avait jamais changé. Ni lorsque nous étions adolescents, ni certainement maintenant que nous étions des hommes adultes confrontés au monde réel. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue par rapport à la maison coloniale à 2 étages où j'avais grandi. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant un long moment, mes mains reposant légèrement sur le volant, écoutant le léger tic-tac du bloc moteur qui refroidissait. Je ne me sentais plus comme un enfant nerveux et désespéré. Je ne ressentais plus ce nœud d'anxiété étouffant et familier dans mon estomac qui accompagnait habituellement une visite familiale. L'anxiété de me demander ce que je ferais de mal, comment je serais critiqué ou combien d'argent il me demanderait soudainement. Je portais un costume gris anthracite parfaitement ajusté qui coûtait plus cher que ma première voiture. Je tenais une mallette en cuir souple et lourde contenant chaque document juridique en béton que mon avocat, Samuel, et moi avions méticuleusement rédigé au cours des dernières semaines. J'ai remonté l'allée en béton, passant devant la berline de luxe soigneusement astiquée de mon père, j'ai pris une profonde inspiration de l'air de la banlieue et j'ai sonné fermement à la porte. Ma mère, Béatrice, a ouvert la porte d'entrée presque immédiatement, comme si elle avait attendu juste derrière que sa proie arrive. Ses sourcils parfaitement épilés sont montés droit vers sa ligne de cheveux dès qu'elle m'a vu. Elle m'a inspecté de haut en bas, ses yeux balayant le costume coûteux, la mallette professionnelle et l'expression totalement glaciale de mon visage. Elle s'attendait au vieux Julien. Elle s'attendait au gars qui se présenterait en pull décontracté, les épaules légèrement voûtées, prêt à s'excuser pour n'importe quel affront perçu qu'il aurait commis en ignorant leurs appels. Au lieu de cela, elle a eu le PDG. Elle a offert un sourire tendu et forcé qui n'atteignait même pas ses yeux. « Eh bien, tu n'as pas l'air chic », a-t-elle dit, son ton étant un mélange passif-agressif de faux amusement et de méfiance prudente. Je ne me suis pas poussé pour la laisser m'étreindre. Je n'ai pas offert de salutation polie ou déférente. Je l'ai simplement regardé droit dans les yeux, mon visage étant un masque de pierre, et j'ai dit d'un ton neutre, « C'est une réunion d'affaires. » Je m'habille en conséquence. Je suis passé à côté d'elle, ignorant son léger hoquet d'offense, et suis entré à l'intérieur. L'odeur lourde et savoureuse d'un rôti mijoté et de petits pains fraîchement cuits émanait de la cuisine. C'était une tentative évidente, désespérée et très calculée de faire ressembler cela à un dîner de famille dominical chaleureux et traditionnel. Le rôti était l'arme de prédilection de ma mère. C'était le repas qu'elle cuisinait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle ou lorsqu'elle avait besoin d'une faveur immense.
Ils essayaient d'installer un décor de confort domestique pour me désarmer, pour déclencher mon sentiment d'obligation familiale profondément ancré avant de passer à l'attaque financière. J'ai complètement contourné le salon et suis allé directement dans la salle à manger formelle. Tristan était déjà assis à la longue table en chêne foncé. Il était penché agressivement en arrière sur sa chaise avec un petit sourire suffisant et arrogant plaqué sur le visage, ressemblant à un roi attendant son tribut. Il portait un blazer bon marché et mal ajusté sur un t-shirt imprimé, essayant désespérément de ressembler à une sorte de visionnaire décontracté et riche de la Silicon Valley. Mon père, Victor, était assis en bout de table. Il avait revêtu une chemise propre et une cravate en soie pour l'occasion, l'air incroyablement sérieux et important. Il se tenait les mains jointes comme s'il présidait le conseil d'administration d'une entreprise du Fortune 500 au lieu de la salle à manger où nous mangions autrefois de la dinde sèche à Thanksgiving. Et puis, assise dans le coin, se trouvait la véritable surprise du chef, tante Clara. Elle était assise silencieusement dans un fauteuil fleuri, tenant une délicate tasse de thé en porcelaine. Tante Clara était le membre de la famille élargie qui jouait toujours la douce, innocente et pieuse conciliatrice. C'était la femme qui apportait des plats aux voisins malades et se souvenait de l'anniversaire de tout le monde. Mais sa présence ici aujourd'hui confirmait mes pires soupçons. Clara était un parasite financier enveloppé dans un gilet de grand-mère. C'était elle qui chuchotait constamment des conseils toxiques à l'oreille de mes parents, leur rappelant toujours les devoirs familiaux traditionnels, les obligations du sang, et combien les enfants devaient à leurs parents pour le simple don de la vie. Elle m'a offert un sourire mielleux, faux et aux lèvres serrées. En entrant dans la pièce, je l'ai complètement ignoré, concentrant mon attention uniquement sur les hommes à la table. « Content que tu aies enfin pu venir, Julian », a dit mon père d'une voix forte et autoritaire, la voix qu'il utilisait quand il voulait affirmer une dominance absolue. Il a désigné la chaise en bois vide juste en face de Tristan. « Asseyons-nous et parlons comme des adultes matures. » J'ai pris place lentement, prenant délibérément mon temps. J'ai posé ma lourde mallette en cuir sur le parquet juste à côté de ma jambe, la gardant à portée de main. J'ai croisé les mains sur le bois poli de la table et j'ai attendu. Je n'ai fait aucune politesse sur l'équipe sportive locale. Je n'ai pas fait de compliments sur l'odeur de la nourriture. J'ai laissé le lourd silence malaisant s'étirer, remplissant la pièce jusqu'à ce que la tension devienne si incroyablement insupportable qu'il se soit senti physiquement contraint de la rompre. Tristan, manquant de tout sens des affaires réelles, de grâce sociale ou de patience de base, a mordu à l'hameçon immédiatement. Il s'est lancé directement dans sa présentation préparée, étalant quelques feuilles de papier mal imprimées sur la table comme s'il était un cadre assaisonné dirigeant une fusion d'entreprises majeures. Alors voilà le marché, frérot, a dit Tristan en gonflant la poitrine et en essayant de projeter un air de confiance totale et inébranlable. J'ai un super plan exclusif sur un gros projet d'immobilier commercial dans le quartier ouest qui se développe rapidement. C'est une opportunité massive, un vrai tournant générationnel. Les lois de zonage changent et la valeur des propriétés va monter en flèche. Mais j'ai besoin de capital liquide important pour lancer les fondations, obtenir les permis municipaux initiaux et verrouiller les entrepreneurs. Une fois que ce projet massif aura décollé, il va générer des revenus passifs incroyables, et cela profitera à tout l'héritage familial. Comme ta petite entreprise tourne tellement bien ces derniers temps, papa, maman et moi avons pensé que tu pourrais facilement avancer l'investissement initial. Considère cela comme un prêt familial avec des retours garantis. Il s'est interrompu, s'attendant clairement à ce que je sois soufflé par son utilisation maladroite de mots à la mode du monde des affaires. Il a littéralement utilisé l'expression « croissance synergique » 2 fois en l'espace de 3 minutes. Il n'avait absolument aucune idée de quoi il parlait. Je l'ai simplement fixé, le visage totalement neutre, ma respiration régulière et lente, n'offrant absolument aucune validation. Tristan a crachoté, clairement déstabilisé par mon absence totale de réaction, et a continué, sa voix montant légèrement dans les aigus. C'est juste un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires brut chaque mois, Julian. Une goutte d'eau pour un gars comme toi, et en échange, nous te considérerons comme un associé silencieux officiel dans mon entreprise. Tu n'auras même pas à faire le gros du travail. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine, regardant autour de la pièce mes parents comme s'ils venaient de présenter la stratégie financière la plus brillante et la plus infaillible de la décennie. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme, ses yeux brillants de cette pride feinte et théâtrale qu'elle réservait toujours exclusivement pour lui. Tu vois, Julian, c'est exactement ce que nous voulions dire par travailler ensemble comme une unité familiale solide. Chacun contribue une part équitable de son salaire et de ses ressources.
Tout le monde est gagnant. Mon père s'est penché en avant, appuyant lourdement ses coudes sur la table. Il a tendu la main et a fait glisser un épais document relié sur le bois poli vers moi. J'ai fait rédiger ça par un avocat la semaine dernière, Julien. Un vrai professionnel du centre-ville. Cela décrit l'accord de partage de 15% du chiffre d'affaires mensuel ainsi qu'une clause spécifique qui accorde à Tristan un accès exécutif limité au réseau de fournisseurs et au portail bancaire de ton entreprise, juste pour qu'il puisse rationaliser les transactions immobilières. C'est tout à fait équitable. Cela protège l'héritage familial et garantit que nous progressons tous ensemble. Nous avons juste besoin de ta signature là, sur la dernière page, et nous pourrons tous aller de l'avant. Mettre cette tension ridicule derrière nous et profiter du dîner de ta mère. J'ai regardé le document posé devant moi. Je n'ai même pas tendu la main pour le toucher. Je pouvais dire, juste en jetant un coup d'œil à la mise en page, à la police et à la page de garde générique, que c'était un pitoyable contrat-type. On aurait dit qu'il avait été imprimé depuis un site web de modèle juridique bon marché pour 50 balles. Il croyait réellement que j'étais assez stupide ou assez rongé par la culpabilité pour signer la perte du travail de toute ma vie sans faire examiner le document par mon propre avocat. Il croyait qu'il pouvait traiter mon salaire durement gagné, mes baux commerciaux et le chiffre d'affaires brut de mon entreprise comme leur héritage anticipé personnel, quelque chose qu'il pouvait simplement exiger autour d'un rôti du dimanche. L'entêtement pur, non frelaté et délirant qui émanait de cette pièce était à couper le souffle. Je les ai laissés parler pendant encore quelques minutes. Je suis resté parfaitement immobile, écoutant la façon dont ils expliquaient que mon argent paierait le style de vie de luxe de Tristan, comment il financerait les plans de retraite anticipés de mes parents. Et comment la signature de ce document était la preuve ultime de ma loyauté et de mon amour pour la famille. Ils ont peint un tableau tordu où j'étais le cheval de trait silencieux, générant le cash dans l'ombre, tandis qu'il servait de conseil d'administration glamour, dictant exactement comment mon argent était dépensé. Lorsqu'ils se sont enfin retrouvés à court d'inspiration, à court de mots savants et qu'ils ont arrêté de parler, la pièce est retombée dans le silence. Ils attendaient que je cède. Ils attendaient que le vieux Julien s'excuse d'avoir été distant, ramasse le stylo en plastique bon marché posé à côté du document et sacrifie son propre avenir pour maintenir la paix. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers le sol, ouvert d'un coup sec les lourds loquets en laiton de ma mallette en cuir et en ai sorti mon propre dossier. J'ai sorti une pochette juridique épaisse et lourde et les fait glisser directement à travers la table, poussant physiquement leur pitoyable contrat imprimé sur Internet hors du chemin. Ma pochette était marquée du logo en feuille d'or gaufré de l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus impitoyables et les plus coûteux de l'État. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon père, son sourcil se fronçant dans une profonde confusion alors qu'il fixait le papier cartonné lourd. « Des documents » ai-je dit calmement, ma voix coupant la tension étouffante de la salle à manger comme une lame d'acier chirurgicale. C'est le nouvel accord d'exploitation exécuté de mon entreprise. Ce sont les registres de propriété mis à jour déposés auprès du Conseil du commerce de l'État, et ce sont les formulaires de restructuration financière finalisés. Ils prouvent sans l'ombre d'un doute juridique que je suis le seul fondateur, le seul actionnaire et le seul et unique décideur absolu de mon entreprise. J'ai regardé mon père ouvrir lentement le dossier. Ses yeux ont balayé le jargon juridique dense, les tampons notariés et les clauses en béton armé que Samuel avait rédigés. J'ai pu réellement voir la couleur quitter son visage, le laissant pâle et soudainement très vieux alors qu'il réalisait exactement ce qu'il regardait. Il regardait une forteresse financière qu'il ne pourrait jamais, au grand jamais, percer. Et avant que quiconque parmi vous ne pense même à poser la question, ai-je continué, gardant mon ton parfaitement neutre et totalement dépourvu d'émotion, non, il n'y aura absolument aucun partenariat. Il n'y aura aucun partage de chiffre d'affaires. Il n'y aura aucune allocation familiale. Cette entreprise est à moi, légalement, définitivement et exclusivement. Tristan a froncé les sourcils, sa façade suffisante et arrogante se fissurant violemment sous le poids de mes mots. Il s'est redressé. Oh. C'est quoi tous ces discours d'avocat hyper stricts? Mec, on est une famille. Tu n'as pas besoin de rendre ça si officiel et hostile. Je demande juste un peu d'aide pour me lancer. Si, ai-je dit d'un ton neutre, croisant le regard de mon frère, refusant de scier, refusant de le laisser détourner les yeux. Si, parce que la dernière fois que nous avons eu un accord informel et tacite sur les limites, quelqu'un dans cette maison a essayé d'accéder illégalement au compte bancaire de mon entreprise sans ma permission. Quelqu'un a essayé de forcer physiquement les portes de mon bureau commercial avec un pied de biche en métal.
Et quelqu'un m'a envoyé une lettre manuscrite menaçante exigeant 15% de mon chiffre d'affaires brut comme si c'était son droit divin sur mon travail. Ma mère s'est hérissée, son visage devenant d'un rouge écarlate et marbré de colère. Elle a frappé du plat de la main sur la table, faisant teinter les couverts. C'était l'idée de ton père. Nous essayons juste de t'aider à gérer les choses parce que tu avais l'air tellement débordé et stressé. J'ai pas écrit que nous avions de bonnes intentions. Nous sommes tes parents, Julian. Tu nous dois le respect. Je l'ai interrompu, ma voix ferme mais d'un calme mortel. Si quoi que ce soit de ce genre se reproduit, si quiconque dans cette pièce essaie de contacter mes comptables, mes employés, ou de contourner mes systèmes de sécurité, je n'hésiterai pas à faire intervenir les forces de l'ordre. Je porterai plainte pour espionnage d'entreprise et harcèlement. Je porterai plainte pour délit grave et je laisserai l'État vous poursuivre dans toute la rigueur de la loi. Je vous ruinerai. La salle à manger est devenue totalement, effroyablement silencieuse. Tante Clara a arrêté de boire son thé, sa tasse suspendue à mi-chemin de sa bouche. J'avais l'impression de me tenir dans un cimetière pendant un long moment d'agonie. Le seul son dans toute la maison était le léger tic-tac rythmique de l'horloge comtoise ancienne dans le couloir. « Tu n'oserais pas » a finalement dit mon père. Sa voix était basse, empreinte d'une tentative désespérée et faible de maintenir sa menace paternelle. « Si, je le ferai » ai-je dit simplement, me penchant en avant juste d'un pouce, m'assurant qu'il voyait la certitude absolue et inébranlable dans mes yeux. J'ai les enregistrements de sécurité haute définition de Tristan et Nolan à ma porte. J'ai les journaux des serveurs IP des tentatives de piratage numérique qui remontent jusqu'au routeur de cette maison précise. J'ai les emails manipulateurs que vous avez envoyés à mon comptable. Et j'ai un avocat d'affaires qui est pleinement informé, largement payé sous contrat, et prêt à engager des poursuites à la seconde où je lui donne le feu vert. Ce n'est pas une menace, papa. C'est une limite. Vous ne la franchirez plus jamais. Tristan a reniflé bruyamment, essayant désespérément de faire comme si de rien n'était, essayant de regagner un semblant de contrôle dans une pièce où il venait d'être complètement castré. Il s'est levé, arpentant la pièce derrière sa chaise comme un animal en cage. Tu te crois si fort maintenant, hein? Juste parce que tu te fais un peu d'argent, tu penses que tu peux me ruiner la vie? J'ai besoin de ce contrat immobilier, Julian. Monsieur Harrison attend la confirmation de mon soutien financier lundi matin. Si je n'ai pas ça, je suis foutu. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire cruel. Ce n'était pas le sourire triomphant d'un méchant de dessin animé. C'était juste le sourire profondément calme, profondément satisfait d'un homme qui tenait toutes les cartes. Non, Tristan. Je pense que j'ai enfin appris que je ne te dois pas mon succès et que je ne te dois certainement pas l'accès à mon travail acharné. Quant à Monsieur Harrison, cela m'amène à la deuxième partie de cette petite réunion. Tristan s'est figé sur place. Les dernières couleurs se sont entièrement évaporées de son visage, le laissant d'une pâleur maladive. De quoi tu parles? J'ai tendu la main dans la poche de ma veste de costume, j'en ai sorti mon smartphone et je l'ai posé à plat sur la table juste devant moi. J'ai tapé sur l'écran, navigué vers mes contacts récents et appuyé sur composer. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, montant le volume au maximum. La tonalité d'appel forte a résonné contre les murs de la salle à manger. Après 2 sonneries, une voix grave et très autoritaire a répondu. Julian, bonjour. Harrison à l'appareil. Ma famille a fixé le téléphone lumineux comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée sur le point d'exploser au milieu de leur rôti. Bonjour, monsieur Harrison, ai-je dit, ma voix étant nette et intensément professionnelle. Je m'excuse de vous déranger un dimanche après-midi, mais je suis actuellement assis avec mon frère Tristan. Il insistait fortement sur le fait que mon entreprise soutenait son projet d'entreprise générale. Je voulais m'assurer que nous étions parfaitement au clair sur notre conversation précédente à ce sujet. Il y a eu une courte pause à l'autre bout de la ligne. Quand monsieur Harrison a repris la parole, sa voix était teintée d'un dédain d'entreprise pur et sans filtre. Nous sommes parfaitement au clair, Julian. En fait, j'ai demandé à mon équipe juridique de rédiger une lettre de refus officielle vendredi après-midi. Tristan, si vous m'entendez en ce moment, votre tentative d'utiliser les actifs de l'entreprise de votre frère sans son consentement écrit explicite équivaut à de la fraude. Vous avez menti à mon équipe de développement concernant votre capital. Nous avons officiellement mis fin à toutes les négociations avec vous et vous êtes inscrit sur liste noire pour tout appel d'offres futur avec notre société ou l'une de nos filiales. Ne contactez plus jamais mon bureau.
La ligne s'est coupée. Le silence qui a suivi était absolu et dévastateur. Tristan s'est rassis lourdement sur sa chaise, la bouche entrebâillée. Toute sa fragile et arrogante illusion de succès venait de voler en éclats irréparables juste devant ses parents. Mon père avait l'air complètement sous le choc, fixant le téléphone d'un air absent. Ma mère s'est couvert la bouche des deux mains, des larmes montant dans ses yeux, non pas par regret de la façon dont ils m'avaient traité, mais par pure humiliation que leur fils chéri ait été démasqué comme un fraudeur. Tristan a finalement craqué. Il a bondi de sa chaise, le visage déformé par une rage incontrôlée. « Tu viens de me faire perdre un contrat de plusieurs millions de dollars. Tu m'as ruiné » a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant directement vers mon visage. « Non, Tristan » ai-je dit, gardant ma voix parfaitement calme, refusant de m'aligner sur son énergie chaotique et émotionnelle. Avant que quiconque ne puisse se lancer dans une autre dispute hurlante, avant que ma mère ne commence à pleurer et à supplier, j'ai tendu la main dans ma mallette une dernière fois. J'ai sorti une épaisse pile de papiers imprimés et je les ai déposés au centre de la table en chêne, juste à côté du dossier juridique. Ceci, ai-je dit en désignant les documents, ce sont les avis d'annulation officiels pour chaque compte et facture partagée qui portait encore mon nom. Le forfait téléphonique familial, l'Internet haut de gamme, les polices d'assurance automobile pour vos voitures, le stockage en ligne, tout est annulé ou transféré entièrement hors de mon nom, avec effet immédiat. Je ne finance plus vos vies. La bouche de ma mère s'est complètement ouverte. Julian, tu ne peux pas faire ça. Comment sommes-nous censés payer tout cela avec des revenus fixes? Je ne peux pas, ai-je demandé froidement, me levant de la table et boutonnant ma veste de costume. Je l'ai fait. S'il vous plaît, faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment fantastique. Aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce parcours. L'expression suffisante et à claquer de Tristan avait totalement disparu maintenant, complètement remplacée par un rouge profond et humiliant de colère désespérée et impuissante. C'est ridicule. Tu te comportes comme une sorte de dictateur. Tout ce qu'on voulait, c'était un peu d'aide de notre propre frère. Vous vouliez le contrôle, ai-je dit, croisant ses yeux affolés et furieux sans fléchir d'un seul millimètre. Et vous le vouliez sans faire le moindre travail réel. Vous vouliez sauter les nuits blanches, le stress, les crises de panique et le sacrifice pour passer directement au pactole. Vous vouliez me traiter comme un distributeur automatique. Ça s'arrête aujourd'hui. Pour la toute première fois de toute ma vie, debout dans cette salle à manger entouré par les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, je ne me sentais pas sur la défensive. Je ne ressentais pas le besoin désespéré de m'expliquer, de supplier pour leur compréhension ou de gérer leurs émotions toxiques et irrationnelles. Je me sentais remarquablement, inébranlablement stable. J'ai rassemblé mes dossiers vides, les ai glissés dans ma mallette en cuir et ai refermé les loquets en laiton d'un coup sec. Le déclic net a résonné fort dans la pièce, comme le coup de marteau d'un juge. Cette conversation est terminée, ai-je dit doucement, regardant chacun de leurs visages stupéfaits et vaincus. Si vous souhaitez avoir une relation avec moi à l'avenir, ce sera selon des termes strictement respectueux. Sinon, considérez ceci comme la toute dernière fois que nous nous rencontrons ainsi. Je me suis retourné et je suis sorti de cette maison sans me retourner. Je ne me suis pas arrêté lorsque ma mère a commencé à sangloter mon nom, ses cris résonnant sur le parquet. Je ne me suis pas retourné lorsque mon père a hurlé que je faisais une erreur massive et que je déchirais la famille. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée, la refermant fermement derrière moi, et j'ai avancé sous le soleil éclatant de l'après-midi. La marche le long de l'allée jusqu'à ma voiture m'a donné l'impression de marcher sur l'air. La lourde chaîne étouffante d'obligations qui m'avait lié à leurs attentes toxiques s'était enfin et définitivement brisée. Les retombées de cette réunion du dimanche ont frappé ma famille comme un séisme financier dévastateur, et j'ai regardé toute la structure s'effondrer depuis une distance très sûre et légalement protégée. Sans mon score de crédit impeccable pour le soutenir, et sans la grande illusion du soutien financier de mon entreprise, Tristan s'est retrouvé complètement et totalement mis à nu face au monde réel. La nouvelle s'est répandue incroyablement vite dans le milieu des affaires et de l'immobilier local. Tristan a perdu 2 autres clients potentiels en l'espace d'un seul mois. Sa réputation était absolument détruite.
les entrepreneurs commerciaux et les fournisseurs ont réalisé qu'ils n'étaient absolument pas fiables, qu'ils représentaient un risque financier majeur et qu'ils promettaient systématiquement des soutiens financiers qu'ils n'avaient pas. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par le réseau professionnel qu'il faisait face à une poursuite judiciaire majeure de la part d'un fournisseur de plaques de plâtre qu'il avait lésé lors d'un travail précédent. Comme il avait brûlé ses vaisseaux avec moi, il n'avait absolument aucun argent pour engager un avocat de la défense. Son camion de location a été saisi au milieu de la nuit. Il a été forcé de quitter sa maison de location chic et de dormir sur le canapé du salon de mes parents, exactement là où était sa place. Mes parents, pendant ce temps, ont été plongés dans une crise financière majeure qu'ils s'étaient eux-mêmes infligée. Ils s'étaient tellement habitués à utiliser mon compte bancaire comme leur filet de sécurité personnel qu'ils n'avaient aucune idée de la façon de gérer réellement leur propre budget domestique. Sans mes contributions mensuelles qui couvraient silencieusement leur police d'assurance haut de gamme, leurs factures de téléphone illimitées exorbitantes et leurs services de streaming sans fin, leur style de vie confortable de classe moyenne supérieure en a pris un coup énorme. Ils ont dû piocher dans les fonds qu'ils avaient mis de côté pour leur retraite. Mon téléphone a sonné constamment pendant les 2 premières semaines. Ma mère me laissait de longs messages vocaux en pleurs me suppliant de me raviser, essayant d'utiliser une culpabilité extrême pour me faire revenir. Elle disait des choses comme « Julien, s'il te plaît. Ton frère galère tellement. Il est déprimé. Comment peux-tu abandonner ta propre chair et ton propre sang alors que tu as tellement ?» Mon père laissait des messages en colère et menaçant me disant que j'étais renié, que j'étais une honte pour le nom de la famille et que je le regretterais quand il ne serait plus là. Je n'en ai écouté aucun. J'ai bloqué leurs 2 numéros sur mes téléphones personnels et professionnels. Je ne suis pas entré dans leur jeu. Pendant cette période chaotique, j'ai également appris une vérité sombre et effrayante sur tante Clara, la femme silencieuse qui buvait du thé dans le coin de la salle à manger pendant mon guet-apens. Quelques jours après la réunion, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu du frère aîné de mon père, l'oncle Robert. Il avait entendu parler par le réseau familial de mes actions drastiques, et au lieu de me gronder, il m'a appelé pour me féliciter. L'oncle Robert a révélé le secret sombre et non dit de notre histoire familiale, un secret que mes parents avaient enfoui pendant des décennies. Il y a des années, tante Clara avait manipulé ses propres parents, mes grands-parents, pour qu'ils lui donnent le contrôle juridique complet de la succession familiale. Lorsque mon grand-père est décédé, les funérailles n'étaient même pas terminées que Clara exécutait déjà son plan. Elle a systématiquement vidé l'héritage de son frère par le biais de frais cachés, de frais de prise en charge et de documents juridiques falsifiés, ne laissant absolument rien à l'oncle Robert. Et elle a réussi à faire tout cela légalement, en utilisant exactement les mêmes tactiques de culpabilisation, exactement les mêmes discours sur le devoir familial et la loyauté que mes parents essayaient d'utiliser contre moi. Sa cupidité était si toxique qu'elle avait même provoqué un divorce amer dans la famille élargie et une bataille de garde d'enfants effroyable pour mes cousins. Tout cela à cause de la ruine financière qu'elle avait laissée dans son sillage. Tante Clara était celle qui avait convaincu ma mère et mon père d'exiger 15% de mon chiffre d'affaires. C'était elle qui avait recommandé l'avocat bon marché pour rédiger ce faux contrat. Elle me guidait activement mes parents sur la façon de siphonner légalement mon salaire et mes actifs sans enfreindre techniquement la loi. Elle avait transformé l'abus financier en un art générationnel et elle essayait de former mes parents à me faire exactement la même chose. Découvrir cette vérité a complètement validé tout ce que j'avais fait. Les dynamiques familiales toxiques sont une maladie. Elles utilisent le lien biologique comme une arme pour vous vider de votre sang, vous convainquant que vous immoler par le feu fait simplement partie de la façon de les aimer. Mais je les avais désarmés. Je leur avais retiré leurs munitions. J'avais brisé la malédiction générationnelle. Et il n'y avait absolument plus rien qu'ils puissent faire pour me faire du mal à nouveau. 6 mois ont passé, un demi-an de paix pure, ininterrompu et magnifique. En l'absence absolue du drame quotidien fabriqué par ma famille, de leurs appels téléphoniques manipulateurs et de leurs pompages financiers incessants, mon entreprise a connu une croissance explosive et sans précédent. Sans le poids mental immense de porter leur fardeau, j'étais complètement concentré. Je dormais toute la nuit. Je me réveillais sans ce sentiment familier d'effroi pesant sur ma poitrine. J'ai signé 2 nouveaux contrats majeurs avec des marques nationales, sécurisé une promotion massive des services de mon entreprise au sein du secteur de l'État, et engagé une équipe extrêmement compétente et incroyablement loyale de 15 employés. Nous avons quitté le petit bureau d'origine pour occuper un étage entier dans un magnifique immeuble vitré du centre-ville. Je me suis acheté une nouvelle voiture. Je me suis versé un salaire généreux. J'ai pleinement financé mes comptes de retraite.
Je vivais enfin la vie exacte que j'avais sacrifié toute ma jeunesse à construire. Je ne faisais plus seulement survivre au jour le jour. Je prospérais. Je m'étais construit une nouvelle famille faite d'amis, de collègues et de mentors qui me respectaient réellement en tant qu'être humain, et pas seulement comme un portefeuille sur pattes. Et puis, alors que l'automne s'installait, est arrivé le dernier barbecue familial. C'était le premier événement familial auquel j'étais invité depuis des mois. Ma mère avait contourné mon numéro bloqué en appelant la ligne directe du bureau et en parlant directement à ma réceptionniste, la suppliant de me transmettre un message. Julien, avait imploré ma mère quand j'ai finalement et à regret décroché la ligne, son ton étant habituellement doux, brisé et vaincu. Nous aimerions vraiment que tu viennes à la maison ce samedi, juste pour 1 heure. Les choses sont incroyablement tendues depuis que tu es parti. Tristan galère vraiment. Ton père et moi voulons juste parler. Nous voulons voir notre fils. J'ai hésité à dire non. J'ai hésité à simplement raccrocher le téléphone et à retourner à mes feuilles de calcul. Mais quelque chose au plus profond de moi savait que c'était le moment final. C'était la conclusion absolue dont j'avais besoin pour tourner définitivement la page du passé. Je suis allé à la maison ce samedi après-midi. Quand je suis arrivé et que je suis allé dans le jardin, le contraste avec la fête de crémaillère extravagante de Tristan 1 an plus tôt était saisissant. L'atmosphère était incroyablement tendue, lourde et malaisante. Tristan était assis seul à la table de pique-nique en bois, l'air sombre, épuisé et totalement vaincu. Il piquait vaguement dans son assiette de nourriture, portant un t-shirt délavé, ressemblant à un homme qui avait enfin rencontré le monde réel et avait terriblement perdu. Mon père se tenait près de la clôture, paraissant visiblement vieilli, fatigué et complètement dépouillé de son arrogance habituelle. Ma mère se tenait près du barbecue, se tordant nerveusement les mains, ayant l'air d'avoir répété un discours émotionnel et désespéré dans le miroir pendant des heures. Julien, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle faisait un pas vers moi. Nous voulons juste mettre toute cette laideur derrière nous. Tu nous manques tellement. La famille est plus importante que l'argent. J'ai failli rire tout haut face à l'hypocrisie pure et aveuglante de cette déclaration, mais j'ai gardé une expression parfaitement calme, mes mains glissées de manière décontractée dans les poches de mon pantalon coûteux. C'est marrant, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le jardin silencieux. Parce que l'argent était la seule et unique chose que vous vouliez de moi pendant des mois. Ma mère a eu un mouvement de recul comme si je l'avais physiquement frappé au visage. Ce n'est pas juste, Julien. Nous essayons juste de te guider. C'est tout à fait juste, ai-je dit doucement, tenant fermement mes positions, refusant de la laisser réécrire l'histoire et me manipuler une dernière fois. Vous avez manqué la nuit la plus importante de ma vie, le lancement de tout mon avenir, pour aller à une fête de crémaillère. Vous avez essayé de pirater numériquement les comptes bancaires de mon entreprise. Vous avez exigé un pourcentage massif de mon chiffre d'affaires brut avant même que je ne sois rentré dans mes frais. Et quand je m'approprie enfin ma vie et que je dis non, vous avez essayé de me culpabiliser pour vous donner l'accès de toute façon en utilisant le manuel toxique de tante Clara. Mon père a soupiré lourdement, regardant ses chaussures usées, incapable de croiser mon regard. Nous avons fait des erreurs, Julien. Nous le voyons maintenant. Nous avons poussé trop fort. Mais tu peux sûrement trouver dans ton cœur le moyen de nous pardonner. Nous sommes tes parents. Je le peux, ai-je dit, le coupant complètement avant qu'il ne puisse se lancer dans un monologue sur le sang et le devoir. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie absolument pas vous laisser continuer à me prendre. Le pardon signifie simplement que je ne me promène plus avec cette colère tous les jours. Mais la porte reste verrouillée. Tristan a finalement pris la parole, sa voix étant acerbe avec une amertume pathétique résiduelle. Tu te crois meilleur que nous maintenant, n'est-ce pas? Juste parce que tu as un bureau chic et de l'argent, tu penses que tu peux juste nous abandonner. Je me suis tourné pour regarder mon frère, plus calme que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Non, Tristan. Je ne pense pas que je suis meilleur que toi. Je pense que j'ai enfin arrêté de te laisser me utiliser comme ton plan de secours personnel permanent, et tu n'aimes tout simplement pas la réalité de devoir te sauver toi-même pour une fois. Il n'a pas répondu. Il a juste fixé l'herbe, sa mâchoire serrée. Je suis resté là, prenant mon temps, laissant le lourd silence s'étirer dans le jardin, leur faisant pleinement absorber la réalité de la situation. Voici la vérité, ai-je dit en les regardant chacun une dernière fois, m'assurant qu'ils entendaient chaque syllabe. J'ai construit mon entreprise à partir de absolument rien.
J'y ai sacrifié des années de ma vie. Et vous n'avez pas seulement échoué à me soutenir. Vous avez activement, malicieusement essayé de me voler. Vous ne vouliez pas d'un fils. Vous vouliez un fonds de retraite vivant et respirant. Ça s'arrête maintenant. Nous ne ferons jamais affaire ensemble. Nous ne partagerons pas de compte. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, ce sera en tant que membre de la famille, pas en tant qu'actionnaire, et ce sera entièrement selon mes conditions. J'ai commencé à marcher vers le portail en bois, puis je m'apprête à m'arrêter, me retournant une toute dernière fois. Et si jamais vous essayez de franchir à nouveau cette ligne pour entrer dans mes comptes, mon bureau ou mon entreprise, je vous traiterai exactement de la même manière que je traiterai n'importe quel autre criminel violant ma propriété. Leur visage était un mélange de choc total, de profond regret et de colère couvant, mais personne n'a dit un seul mot pour m'arrêter. J'ai franchi le portail et je suis parti sans un autre regard. En rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose de si profondément solide dans ma poitrine. J'ai ressenti une paix véritable et inébranlable. Ce soir-là, je m'étais assis dans mon nouveau bureau en hauteur, observant la ligne d'horizon étincelante et tentaculaire de la ville. Mon équipe était rentrée chez elle depuis des heures. L'espace était magnifiquement silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des serveurs informatiques dans la pièce à température contrôlée au bout du couloir. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais plié en quatre pour ma famille. Toute l'anxiété, les larmes, les comptes bancaires vides, et j'ai souri parce que maintenant, enfin, ils avaient compris. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un court email de ma mère. Il disait, « Nous respecterons tes souhaits. Nous espérons juste qu'un jour tu reviendras vers la famille. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une superbe photo de mon nouveau bureau, les sols polis, les bureaux modernes et propres, le nom de mon entreprise brillant sur le mur, la vue à couper le souffle du lever du soleil sur la ville. Et je l'ai envoyé sur le groupe de discussion familiale avec un tout dernier message, « Vous aviez votre chance de faire partie de cela. Cette chance est passée. » Et puis j'ai mis le groupe de discussion en sourdine pour de bon. Je me suis adossé à ma chaise ergonomique, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai laissé échapper une longue inspiration profondément satisfaisante. Pour la première fois de toute ma vie, je ne me sentais pas comme si j'étais debout à l'extérieur de la famille à regarder à l'intérieur, mendiant pour un peu de chaleur. J'avais l'impression d'avoir construit une vie, une forteresse et un avenir entièrement mien. Et cette fois, personne ne pouvait me le prendre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ce parcours, c'est que vous n'êtes jamais, au grand jamais, obligé de vous immoler par le feu juste pour garder les membres toxiques de votre famille au chaud. Votre travail acharné, votre salaire et votre tranquillité d'esprit vous appartiennent exclusivement. Une connexion biologique n'est pas une licence pour l'abus financier. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper le cordon pour vous sauver d'être entraîné vers le bas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.